Bonjour à tous, Fabien, Dias Activator Web, j'espère que vous allez bien. De retour sur la série consacrée à la création d'une API avec Node.js, Express et MongoDB. Nous avons vu dans le précédent épisode comment nous connecter à notre base de données MongoDB depuis notre app.js avec le module Node.js Mongoose. Nous avons maintenant en console un affichage nous disant que nous sommes bien connectés à MongoDB. Nous pouvons continuer notre code donc en créant un schéma de données utilisateur. L'utilisation de Mongoose pour gérer notre base de données MongoDB nous permet de créer des schémas de données stricts. Cela rendra notre application plus robuste. Donc, commençons donc à implémenter un schéma user pour les utilisateurs de notre application. Donc, dans notre dossier backend, nous allons créer un nouveau dossier que nous nommons models. Dans ce nouveau dossier models, nous allons créer un nouveau fichier que nous nommerons user avec un U majuscule, c'est une convention pour les modèles, user.js. Pour s'assurer que deux utilisateurs ne peuvent pas utiliser la même adresse email, nous utiliserons le mot-clé unique pour l'attribut du champ email sur le schéma user-schéma. Les erreurs générées par MongoDB pouvant être très difficiles à résoudre, nous installerons un nouveau package de validation pour prévalider les informations avant de les enregistrer. Ce package est le package Mongoose Unique Validator. Nous allons donc installer ce package. Nous nous rendons dans notre terminal. Comme toujours, on s'assure de bien être dans notre dossier backend en s'assurant que la ligne de commande se termine bien par backend. Et ici, nous allons taper npm install mongoose-unique-validator. Comme ceci. Et je tape entrée pour télécharger et installer le package. Le package est maintenant installé. Nous pourrons donc nous en servir dans notre user.js, dans notre schéma de données. Ce que nous allons faire maintenant, c'est tout d'abord d'importer notre package Mongoose. Donc, comme nous l'avons fait dans app.js, nous l'importons dans une constante que je nomme mongoose égale require mongoose. Et je dois aussi importer le package que je viens d'installer, donc Mongoose Unique Validator. Je vais nommer cette constante Unique Validator. Et ici, j'indique require et entre parenthèses, entre guillemets, pardon, Mongoose Unique Validator. Nous allons ensuite coder notre schéma. Pour aller un peu plus vite, je vais importer, copier et coller ici ce schéma. Et je vous explique ensuite
ce que je fais. Ici, grâce à la méthode schéma de Mongoose, on crée un schéma de données donc, que nous décidons d'appeler user-schéma. On crée un schéma de données qui contient les champs souhaités pour chaque utilisateur, indiquant leur type ainsi que leur caractère obligatoire ou non. Donc, nous l'avons vu dans les spécifications techniques et fonctionnelles de l'API. Notre schéma de données user devait comporter un champ email et un champ password. J'indique donc que mon schéma utilisera le champ email qui sera de type string, donc une chaîne de caractères, que ce champ email sera requis en mettant required à true. Et ici, nous utilisons la valeur unique à true pour signaler que notre utilisateur, donc notre email, sera unique. Nous mettons ceci dans notre schéma grâce à Mongoose Unique Validator que nous passons en plugin et nous nous assurons ainsi qu'aucun utilisateur ne peut partager la même adresse email. Pour le champ password, il sera également de type string et il sera requis. Ce modèle nous permet d'appliquer une structure de données, mais nous simplifiera également les opérations de lecture et d'écriture que nous verrons par la suite. Nous exportons notre modèle Mongoose, ici, avec module.export égale Mongoose modèle. Ce modèle, nous décidons de l'appeler user, avec un U majuscule, et il correspondra à ce que nous avons mis dans notre constante user schéma. Notre modèle user est maintenant prêt et nous allons pouvoir l'exploiter pour enregistrer de nouveaux utilisateurs dans la base de données et appliquer le chiffrement de mot de passe. Dans la suite de ce tutoriel, nous mettrons en place l'authentification donc par email et mot de passe pour notre API. Cela implique que nous devons stocker les mots de passe de nos utilisateurs dans notre base de données. Bien entendu, nous ne pouvons pas stocker ces mots de passe sous forme de texte brut. Ici, ce qui est requis pour le champ password est une string, donc une chaîne de caractères, mais nous ne pouvons pas enregistrer cette chaîne de caractères telle qu'elle dans notre base de données. Imaginez que quelqu'un accède à notre base de données et il aurait accès à toutes les données de nos utilisateurs. Nous devons donc stocker ces mots de passe sous la forme d'un hash ou d'une chaîne chiffrée. Pour faire cela, nous utiliserons un package de chiffrage qui est bcrypt. Celui-ci utilise un algorithme unidirectionnel pour chiffrer et créer un hash des mots de passe utilisateurs et que nous stockerons ensuite dans le document de la base de données relatif à chaque utilisateur. Lorsqu'un de nos utilisateurs tentera de se connecter, nous utiliserons bcrypt pour créer un hash avec le mot de passe entré. Puis nous le comparerons au hash stocké dans la base de données. Mais là encore, afin d'éviter d'éventuels piratages, ces deux hashes ne seront pas les mêmes. Le package bcrypt permet d'indiquer si les deux hashes, différents donc, ont été générés à l'aide d'un même mot de passe initial. Il nous aidera donc à implémenter correctement le stockage
et la vérification sécurisée des mots de passe. Nous pourrons même ajouter quelques celles à ce hash. La première étape pour implémenter notre authentification est de créer un modèle de base de données pour les informations de nos utilisateurs. Nous venons de le faire. Pour pouvoir utiliser notre nouveau modèle dans l'application, le modèle que nous venons de créer, nous devons l'importer dans notre fichier app.js. Donc, dans mon fichier app.js, après l'importation de Mongoose, je vais taper const user égale require et je vais aller chercher mon fichier dans mon dossier modèle. Donc ici, entre les guillemets, je vais taper un point, un slash. Je vais ensuite chercher mon dossier modèles. Je mets un slash. Et dans mon dossier modèle, on le voit, VS Code me le propose par défaut, j'ai mon user.js. Ici, pas besoin de mettre le .js, user est suffisant. Alors, nous devons créer des utilisateurs de façon sécurisée, donc comme dit précédemment, nous devons hacher nos mots de passe, et pour cela, nous devons donc installer le package Bcrypt. Dans notre terminal, toujours en s'assurant que nous sommes bien dans le dossier backend, nous allons donc télécharger et installer ce package Bcrypt en tapant, comme d'habitude, npm. Mon terminal me fait encore des siennes. Je vais couper celui-ci, je vais en ouvrir un nouveau. Je me rends dans mon dossier backend avec un cd backend et je tape npm install bcrypt avec un Y. Et je tape Entrée. Mon package est maintenant installé. Nous pouvons maintenant l'importer dans notre fichier app.js. Donc ici, après l'importation de mon package Mongoose, je vais écrire const bcrypt égale require bcrypt. Tout simplement. J'importe ici mon package bcrypt. Alors, à ce stade, nous pouvons supprimer les middleware que nous avions fait précédemment ou les mettre en commentaire, c'est à vous de voir. Pour ma part, je les supprime. Maintenant, nous pouvons créer la logique de notre route POST et implémenter notre middleware pour l'inscription des utilisateurs. En effet, lorsque nous transmettons des données via un formulaire ou toute autre chose, nous utilisons la méthode POST. Donc ici, je vais faire app.post. J'indique ensuite le endpoint, c'est-à-dire la route qui va être utilisée par ma requête POST. Donc, telle que définie dans les spécifications techniques et fonctionnelles, je vais mettre la route API hôte / signup pour l'inscription de nos utilisateurs. Je fais ensuite mon guillemet. Je passe ensuite à requête, à réponse et également
la fonction next. Ici, je vais utiliser bcrypt. Je vais dire bcrypt et je vais utiliser la méthode hash de bcrypt. Et nous allons lui demander en paramètre de saler le mot de passe 10 fois. Donc ici bcrypt.hash, la méthode de bcrypt. On peut le voir également. On peut le voir également dans la documentation de bcrypt. Il faut savoir que pour chaque package que nous installons, nous pouvons nous rendre sur npm. Sur le compte npm, nous pouvons par exemple rechercher bcrypt. Ici, nous avons le package bcrypt, donc nous avons toujours la commande pour installer bcrypt. Je vous l'avais dit, npm i est la même chose que npm install. Et ensuite, nous avons une documentation qui nous indique comment utiliser bcrypt sur notre système. Libre à vous d'aller voir cette documentation et de mettre en œuvre les fonctions que vous souhaitez. Donc ici, j'utilise la méthode hash de bcrypt et je vous l'ai dit, nous demandons en paramètre de saler le mot de passe 10 fois. Donc ici, nous allons mettre rec body.password qui va être le corps de la requête password, du champ password, et nous demandons de saler 10 fois. Ensuite, cette fonction sera une fonction asynchrone qui va renvoyer une promesse, donc une promise, dans laquelle nous recevons le hash généré. Donc ici, je vais faire un .zen et je vais écrire hash nous renverra la const user qui sera en fait une instance de notre modèle user, new user. Et nous allons lui dire que l'email est équivalent au corps de la requête email, rec body email. Pardon, ici, ce n'est pas un point, mais 2 points, une virgule, et mon champ password, lui, correspondra au hash. Ensuite, je vais demander à Mongoose d'utiliser la méthode save, donc user save. Je passe ensuite une promesse qui me renverra soit un succès, soit une erreur. Donc, .zen renverra une réponse avec un statut 101, par exemple, et ensuite un message au format JSON qui nous dira utilisateur créé
avec succès. Ou nous renverra une erreur. Donc dans mon point catch, on verra une erreur qui sera au statut 400 et nous renverra au format JSON tout simplement notre erreur. Ici, j'ai fait une promise pour ce que va nous renvoyer une fois le hash. Ici, je dois mettre en cas d'erreur un point catch. Sera là aussi error. Reste statut cette fois avec un code de statut 500. JSON. Et je renvoie mon erreur. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour copier cette fonction. Sinon, de toute façon, le code sera disponible sur le blog Activateur Web consacré à cette série. Récapitulons, que faisons-nous dans le middleware ci-dessus, donc ci-contre. Nous appelons la méthode hash de bcrypt. Ici, nous utilisons la méthode hash de bcrypt. Nous lui demandons en paramètre de saler le mot de passe 10 fois. Alors, à noter que plus la valeur du salage est élevée, plus l'exécution de la fonction sera longue et plus le hachage sera sécurisé. En ajoutant la valeur de salage à 10, le mot de passe sera déjà bien sécurisé, nous le verrons. Cette fonction asynchrone nous renvoie une promesse dans laquelle nous recevons le hash généré. Dans le bloc Venn, donc, nous enregistrons l'utilisateur en base de données et nous créons ensuite un autre bloc Venn et un bloc catch où nous renvoyons une réponse de réussite avec le code de statut 201 ou en cas d'échec un code 400 ainsi que l'erreur générée. Nous avons ensuite notre bloc catch qui, en cas d'échec du routage ou du middleware, nous renverra une erreur avec le code 500. Alors, pour tester le middleware que nous venons de coder, nous pouvons utiliser Postman. Dans Postman, ouvrons-le. Nous l'avons vu, nous avons créé notre dossier, notre workspace, donc notre espace de travail full stack API. J'avais créé un premier dossier qui s'appelait API, première collection qui s'appelait API, avec simplement une requête serveur API, où nous l'avons vu, nous avions bien le middleware que nous avions codé précédemment comme réponse. Ici, dans mon dossier API, je vais décider de créer un nouveau dossier. Donc, je vais cliquer sur Add Folder où je vais mettre User Schema, qui sera mon schéma utilisateur. Je peux fermer ceci. Dans mon User Schema, je vais créer une nouvelle requête. Cette nouvelle requête, je peux la nommer SignUp. Elle sera, nous l'avons dit, de type POST. Et le endpoint sera
TTP localhost 3000 /API /out /signup. Ceci, comme nous l'avons indiqué dans notre middleware avec le endpoint suivant. Une fois cela fait, je vais ensuite dans mon onglet Body, ici, je vais passer mes données sous forme d'URL encoded. Donc je choisis le bouton radio suivant. Et dans le premier champ, je vais donc rentrer email pour la key, pour la clé. Et en valeur, je renseigne une adresse email. Alors, je vais mettre n'importe quoi, mais activateur web email.fr, qui n'est pas une adresse valide, mais c'est sous la forme d'une adresse mail. Et dans mon champ password, je mets la clé donc password, et ici je dois choisir un mot de passe. Donc libre à vous de mettre le mot de passe que vous souhaitez, l'adresse email que vous souhaitez. L'important est bien d'avoir en clé le champ email et le champ password. Donc ici, je vais mettre AZERTY simplement. Bien sûr, on ne fait jamais ça dans la vie normale, mais ici, nous faisons que des tests. J'ai donc ma requête post qui est faite sur mon endpoint, mes champs et mes valeurs qui sont remplies. Il me reste à envoyer la requête en cliquant sur Send. Alors, ici, il me dit qu'il a une erreur. Testons maintenant sur notre application front-end. Ici, si je vais sur mon application front-end, qui est lancée avec le serveur, que je clique sur Sign Up, j'essaye de la même manière de mettre un email, un mot de passe, et je lance mon Sign Up. Ici, il me renvoie également une erreur. Qu'est-ce qui se produit ici? Eh bien, l'erreur qui se produit ici est que pour gérer la demande POST qui provient de l'application front-end, nous devons être en capacité d'extraire l'objet JSON de la demande. En effet, si nous revenons à notre code, nous passons bien un objet JSON comme réponse à notre requête. Et nous hachons notre user et nous passons ceci au format JSON. Depuis quelque temps maintenant, Express intègre nativement le package Body Parser. Avant, nous devions installer ce package Body Parser, mais étant donné que Express l'intègre nativement, nous devons maintenant simplement l'implémenter dans notre fichier app.js. Ceci nous permettra d'être en capacité d'extraire l'objet JSON de la demande. Pour faire cela, nous allons, après notre connexion à la base de données et avant le middleware que nous venons de coder, donc ici, avant mon middleware, je vais coder app use express.json
et ensuite app.use express.url encoded. Et ici, je vais passer en paramètre extended à true. Avec ces deux middleware utilisant ExpressJSON et ExpressURL encoded, nous sommes maintenant normalement en capacité d'extraire l'objet JSON de la requête. Refaisons nos tests. Je retourne sur Postman et je lance de nouveau ma requête en appuyant sur Send. Et cette fois, j'ai bien mon message qui m'indique « Utilisateur créé avec succès ». Je peux, dans Postman, choisir d'enregistrer comme exemple. Ceci vous sera utile si vous souhaitez faire une documentation sur votre API. Donc ici, toutes les requêtes que je vais faire par la suite, je les enregistrerai en exemple. Les requêtes, évidemment, qui aboutissent. Je peux ensuite fermer. Donc on peut voir que dans les exemples, nous pouvons nous rendre sur le corps de la requête, voir les données que nous avons passées. Et ici, je peux ensuite le fermer. Ma fonction signup fonctionne bien sur Postman. Je vais tenter également sur mon application front-end, sauf qu'ici, je ne peux pas passer le même email, puisque si je passe le même email, si je clique sur signup, j'ai encore une réponse. J'ai encore une réponse avec l'erreur. Normal, puisque nous avons défini dans notre schéma que l'adresse email doit être unique. Ici, plutôt qu'activateur web, je vais mettre Fabsolo. Je laisse le même mot de passe, peu importe, et je clique sur Sign Up. Alors, je vais actualiser ma page quand même. Ici, pardon, je vais mettre solo email.fr. Et cette fois, il me dit également qu'il a une erreur. Comment est-ce possible? Puisque Postman, lui, me répond favorablement. Alors, servons-nous de nos outils de navigateur pour comprendre cette erreur. Pour ma part, j'utilise Google Chrome, mais les outils sont maintenant présents sur tous les navigateurs. Pour ouvrir ces outils, j'ai deux choix. Soit je tape sur la touche F12 de mon clavier, ou je fais un clic droit et je choisis Inspecter. Ici, mes outils se présentent ainsi. J'ai la possibilité d'aller chercher mes éléments HTML, etc. J'ai également une console. Dans ma console, je peux voir que cela m'indique Access to XML HTTP request entre localhost 3000 API auth signup from origin HTTP localhost 4200 has been blocked by core policy. Ici, j'ai une erreur de CORS. CORS signifie Cross Origin Resource Sharing. C'est un système de sécurité qui, par défaut, bloque les appels HTTP effectués entre des serveurs différents et donc les requêtes malveillantes
d'accéder à des ressources sensibles. Dans notre cas, lorsque nous utilisons Postman, la requête vient de la même origine, localhost 3000. Voyons. Ici, nous faisons localhost 3000 et nous sommes sur le serveur localhost 3000. Dans ce cas, pas d'erreur. Lorsque par contre nous utilisons le front-end de l'application, nous avons alors deux origines. Nous avons notre serveur localhost 3000 où nous avons codé notre middleware et nous avons notre application front-end qui est sur le port 4200. Et cette fois, cela produit une erreur. Alors, afin de faire communiquer ces deux origines entre elles, nous devons ajouter des headers à notre objet response. Donc, dans notre fichier app.js, après la connexion à la base de données, nous devons coder le middleware suivant. Alors, encore une fois, pour aller un peu plus vite, je vais copier ce middleware. Donc, après la connexion de ma base de données, je vais copier ceci. Ici, je mets le middleware. Donc ici, nous indiquons que la réponse dans les headers permettra d'accéder à notre API depuis n'importe quelle origine. Ici, l'étoile signifie depuis n'importe quelle origine. Nous ajoutons ensuite les headers mentionnés aux requêtes envoyées vers notre API. Origine, xRequest with, content, accept, content type, authorization. Nous indiquons ensuite d'envoyer des requêtes avec les méthodes, ou nous appelons ça également des verbes, avec les méthodes get, post, put, delete, patch, option. Et enfin, une dernière ligne qui nous dit que nous pouvons utiliser le credential. Alors, vous aurez peut-être remarqué qu'ici, dans notre middleware, nous n'avons pas mis d'adresse en premier paramètre. En effet, ici, lorsque nous écrivons un middleware dans notre app.js, nous mettons toujours un endpoint, un point de terminaison, l'adresse, autrement dit, en premier paramètre. Ici, il n'en est rien. Cela indique que ce middleware s'appliquera à toutes les routes. Ici, ce middleware s'appliquera uniquement à ce point de terminaison, se termine par signup. Ici, la configuration des headers, le middleware, s'applique à toutes les routes. Revenons à notre front-end. Et maintenant, je vais actualiser ma page. Je vais mettre fabsoloemail.fr par exemple, un mot de passe et j'appuie sur Sign Up. Cette fois, je reçois une nouvelle erreur. Mais attention, ici, l'erreur renvoyée n'est pas du tout la même que précédemment. Avant, elle nous indiquait bien une erreur sur notre endpoint signup. Ici, elle m'indique une erreur sur la route login. Cela est normal puisque nous n'avons pas encore implémenté ce middleware. En effet,
le front-end, lui, attend d'avoir la route login après avoir renseigné les champs sign-up. Donc, laissons cela pour le moment et nous allons pouvoir implémenter ensuite notre route login. Ce que nous pouvons faire également pour être sûr que notre fonction save de Mongoose a bien fonctionné est de nous assurer que notre utilisateur que nous avons créé avec Postman, activateur web @email.fr, est bien enregistré dans notre base de données. Donc ici, dans ma base de données, je vais tout d'abord sur ma base de données fullstack.beer et sur ma collection user. Et ici, je vois que j'ai bien mes deux utilisateurs qui ont été créés. Donc, je vous l'ai dit, celui-ci a été créé donc sur Postman. Nous pouvons voir au passage que notre mot de passe, notre password est bien chiffré et donc indécodable. Et nous voyons également que l'utilisateur créé avec le front-end a été créé. Car en effet, la dernière erreur que nous avions est sur la route login, mais notre fonction signup a bien fonctionné et nous a bien enregistré notre utilisateur dans la base de données. Nous pouvons donc en déduire que notre middleware d'inscription et notre route post signup fonctionnent bien. Nous pouvons poursuivre avec l'implémentation d'un nouveau middleware qui permettra de vérifier les informations d'identification des utilisateurs pour se connecter, autrement appelé login. De retour sur VS Code, je vais maintenant implémenter ce middleware. Donc, à la suite de ma fonction signup, ici, je vais de la même manière utiliser la route post, puisque je vais envoyer des informations. Et ici, je vais nommer mon endpoint login. Alors, encore une fois, pour aller un peu plus vite, je vais copier et coller le code. Alors, nous pouvons mettre également des commentaires pour se retrouver plus facilement. Pour faire un commentaire avec VS Code, vous appuyez sur CTRL 2 points. Il vous ouvre automatiquement un commentaire. Ici, je vais mettre middleware pour s'inscrire. Et ici, je mettrai middleware pour se connecter. Ici, voici le middleware créé. Que faisons-nous ici? Nous définissons déjà le endpoint de notre route post, qui sera /API/auth/login, tel que défini dans les spécifications techniques et fonctionnelles de l'application. Nous utilisons ensuite la requête, la réponse et notre fonction next. Et ensuite, nous utilisons la méthode find_one de Mongoose pour vérifier si l'email
saisi par l'utilisateur correspond à l'email d'un utilisateur existant dans la base de données. Si ici, ensuite, nous renvoyons une promesse où nous disons que si user n'existe pas, nous mettons point d'exclamation user, ceci veut dire si user n'existe pas, nous retournons une réponse avec le statut 401 au format JSON où nous disons l'utilisateur n'existe pas. Ensuite, nous utilisons la fonction compare de bcrypt pour comparer le mot de passe saisi, donc dans la requête, avec le hash enregistré dans la base de données, donc qui est user.password. Nous disons ensuite que si cela n'est pas valide, nous retournons un code 401 avec mot de passe incorrect. S'ils correspondent, nous renvoyons alors une réponse avec un code de statut 200 qui contiendra l'ID utilisateur, donc user ID, qui sera donc le user.id. Lorsque nous regardons sur notre schéma, nous n'avions pas indiqué d'ID, mais cela se fait automatiquement. Si nous regardons sur notre base de données, nous voyons que pour chaque utilisateur, nous avons bien un champ underscore ID qui est défini. Donc ici, nous indiquons que le champ user ID de notre schéma user sera égal au user ID de la base de données. Et ensuite, nous passons un token. Ce token, pour le moment, nous le mettons sous la forme d'une chaîne générique. Mais nous le verrons, nous le modifierons et le crypterons dans la section suivante. Nous ne pouvons pas laisser une chaîne de caractères comme ceci. Mais pour le moment, voilà ce que nous faisons. Ici, donc, nous renverrons dans la réponse user ID et le token. Et ensuite, nous renvoyons en cas d'erreur un catch et pour la fonction globale, un catch également. Ce catch-ci va avec le bloc when qui est ici, donc la promesse renvoyée par la fonction compare. Ici, le bloc when et le bloc catch sont renvoyés par cette fonction find_one. Alors, je vous ai parlé des tokens. Les tokens d'authentification permettent aux utilisateurs de se connecter qu'une seule fois à leur compte. En effet, lorsqu'un utilisateur se connecte, il reçoit un token qui sera renvoyé automatiquement à chaque requête faite par la suite par cet utilisateur. Ceci permettra au back-end de vérifier que la requête est authentifiée. Pour pouvoir créer et vérifier les tokens d'authentification, nous aurons besoin d'un nouveau package qui est JSON Web Token. Nous allons donc installer ce package JSON Web Token tout de suite. Donc de retour dans mon terminal, toujours dans mon dossier backend, je vais taper ici npm install JSON Web Token. Et je tape sur Entrée.
Mon package installé, comme toujours, je dois l'importer. Donc, tout en haut, après l'importation de mon package bcrypt, je vais importer mon package JSON Web Token. Je vais l'importer dans une constante que je vais nommer JWT. Et ici, je fais un require sur mon package JSON Web Token. Maintenant que mon package est importé, je peux mettre en œuvre ce package dans mon middleware login. Donc ici, nous avions mis une chaîne de caractères en attendant. Maintenant, je peux indiquer, grâce à la fonction signe de JSON Web Token, nous allons encoder un nouveau token. Donc ici, je vais mettre JWT, un JSON Web Token. Je vais utiliser sa fonction signe, j'ouvre les parenthèses. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre mon user ID, donc j'ouvre les accolades et je vais indiquer user ID égale user.id. Je referme ma parenthèse, mon accolade, pardon. Je mets une virgule. Ici, je vais utiliser une chaîne secrète. Alors, on va dire une chaîne secrète de développement temporaire. Nous modifierons également cela par la suite. Cette chaîne secrète, je vais l'appeler par exemple random token secret. Je mets une virgule et ensuite nous allons définir entre accolades également la durée de validité de notre token. Donc ici je vais mettre expire in point, et je vais indiquer entre guillemets 24H. Ici, j'indique que mon token sera valide pour 24 heures. Maintenant, lorsqu'un utilisateur se connecte, chaque requête provenant du front-end contient un en-tête authorization avec le mot-clé BIA, suivi d'une longue chaîne encodée. Cette chaîne est notre token. Nous pouvons le vérifier soit dans l'onglet réseau de nos outils de navigateur ou également sur notre outil Postman. Pour tester sur Postman, je vais créer une nouvelle requête. Donc, je vais dans User Schema, j'ajoute une nouvelle requête qui sera login. Cette requête sera de type post également et je vais rentrer donc mon endpoint qui n'est plus signup mais login. Également dans mon body, je dois mettre donc la key qui va être
l'email et la key qui va être mon mot de passe, password. Bien évidemment, ici, nous allons chercher des identifiants qui sont enregistrés en base de données. Donc, nous devons utiliser l'identifiant et le mot de passe que nous avons utilisé pour nous inscrire. Ici, si je fais activateur web email.fr et que je rentre mon mot de passe AZERTY, je clique ensuite sur Send et ici je reçois bien en réponse mon User ID. Donc ce User ID correspond à l'ID présent dans ma base de données. Ici, nous pouvons voir, il finit par BB9509. Ici, il se finit bien par BB9509. Mon user ID correspond bien à l'ID de mon utilisateur dans la base de données. Et ensuite, je reçois mon token d'authentification. Je reçois bien ce code de statut 200 et donc mon user ID et mon token. Maintenant, allons sur l'application front-end. Sur mon application front-end, cette fois, je vais choisir plus sign up mais login. Et dans mon login, je vais utiliser le mot de passe et l'email que je vais utiliser pour m'inscrire sur le front-end. Maintenant, je vais aller sur l'onglet réseau. Et je vais taper sur login. Ici, nous voyons que maintenant, notre fonction login, qui ne fonctionnait pas avant avec une erreur de code, fonctionne bien. J'ai bien un code de statut 200. Par contre, je suis renvoyé sur l'adresse beers, qui sera l'adresse où nous mettrons la liste des bières publiées. Cette adresse beers, pour le moment, nous renvoie une erreur normale, puisque pour le moment, nous n'avons rien codé concernant les routes menant aux avis sur les bières. Mais l'important ici est de voir que notre middleware login fonctionne. Pour sécuriser notre application dans les prochaines sections, nous allons devoir créer un middleware pour vérifier ce token et son contenu, afin de nous assurer que seules les requêtes autorisées ont accès aux routes à protéger. Nous verrons cela par la suite, car pour l'heure, nous devons nous pencher sur la structure de notre code et l'organisation à mettre en place pour garantir un code lisible, robuste et maintenable. Je peux cliquer pour le moment sur Logout, ça évitera à mon spinner de tourner en rond. Voilà pour cette vidéo concernant l'authentification et le schéma de données utilisateur. Nous verrons que nous apporterons des modifications par la suite. Mais pour ce troisième chapitre, nous allons nous arrêter là. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain chapitre où nous verrons comment optimiser la structure de notre projet. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux.